En français, le vocable d'économisme est sans doute celui qui rend le mieux compte de la prétention à l'omniscience et à l'omnipotence de cette envahissante discipline promue idéologie dominante. Le code de l'Alliance Nouvelle se résume en une formule, avoir plus pour être plus. Il se décline aussi sous forme de slogan, parce que vous le valez bien. L'attrape-cœur publicitaire est un vade-mecum pour le royaume de la fausse nécessité immédiate, effaçant celui d'un au-delà devenu hypothétique pour ne pas dire improbable. Ainsi, se répand l'illusion qui fait des facteurs économiques à la fois le principe de causalité et la solution des problèmes. Ainsi, se diffuse l'idée qui veut que l'économie fasse société. Ainsi, s'accomplit le remplacement de la fonction souveraine par la fonction économique. Pour rétablir la politique dans ses prérogatives, il n'est pas de tâche plus urgente que de renverser l'idole. Le chantier est immense. Déraisonnable, utopique, pas tant que cela. L'histoire et son cortège de faits têtus forment la plus efficace des entreprises de démolition. D'elle seule, il faut attendre ce que Serge Latouche appelle la décolonisation de l'imaginaire. Un questionnement iconoclaste commence à faire son chemin. Et si les indicateurs économiques, dont la doxa fait si grand cas, ne racontaient qu'une infime partie de l'aventure humaine? Et si la montée inexorable depuis 30 ans du vote populiste et de l'abstention n'était pas autre chose, pour les millions de Français qui ont recours, que l'expertise de leur propre vie et la soupape de leur propre colère? À savoir que la société de consommation n'est pas seulement celle du mal-être, mais aussi celle du manque-être. Insensiblement, l'accumulation des crises depuis les années 1970 a modifié les perspectives et rectifié les focales. L'incrédulité a laissé place au doute, les écoutilles se sont ouvertes, les murs porteurs se sont mis à trembler. La faiblesse de l'anthropologie matérialiste a fini par rencontrer le scepticisme croissant de bien des esprits venus des horizons les plus divers. Toute une province réfractaire s'est levée malgré la vigilance des gardes-chiourmes. Il aura fallu 45 000 ans pour que le marché supplante le sacré. Dépouillé de ses oripeaux symboliques par les philosophes du soupçon, l'homo economicus a pris la relève historique de l'homo religiosus, définitivement disqualifié par manque d'appétence consumériste. Qu'ils soient de droite ou de gauche, nos dirigeants ne connaissent plus, pour la plupart, que cette variété de l'espèce humaine. Libéraux et socialistes convergent pour former deux hypostases apparemment antinomiques, mais en réalité complémentaires de la primauté de l'économique. Ils ne sont ni les auteurs, ni les responsables de cette reconfiguration anthropologique. Elle aura été enseignée à Sciences Po ou à l'ENA, dans la couveuse des élites où ne peuvent éclore que des hommes unidimensionnels, dont Herbert Marcuse disait qu'ils étaient le produit de l'uniformisation techno-économique. Et non pour comprendre, les Français, d'autres logiciels que celui-là. À l'écart de la politique qui n'est plus pour eux que le domaine de la folie des hommes, le support des passions démocratiques aux effets funestes si bien décrits par Tocqueville, l'économique est leur unique terrain de jeu. À lui le sérieux, le concret des choses, les clés de l'avenir. À lui la solidité d'un monde concret, immédiatement transposable en projection, en équation, en courbe ou en diagramme. À lui le magistère sur les sciences humaines aux dépens de l'anthropologie, de l'histoire ou de la sociologie. À lui la fabrique d'une humanité parfaitement prévisible, puisque réduite à cet axiome de l'intérêt défini comme l'unique infrastructure psychologique et morale qui sous-tend l'activité des hommes, « Interest will not lie », comme n'ont cessé de répéter les penseurs libéraux depuis le XVIIIe siècle. L'économisme adore les projections et les prospectives. Il est par essence l'empire des experts. Des experts qui se trompent plus souvent qu'à leur tour tiennent pour négligeables, que les faits leur donnent tort, mais s'obstinent à vaticiner du haut de leur pyramide de chiffres. Ultime avatar de la modernité, cette idéologie lui emprunte la morne arrogance d'un monde qui, pour reprendre la formule de Peggy, aime à faire le malin. Le monde des intelligents, des avancés, de ceux qui savent, de ceux à qui on n'en remonte pas,
de ceux à qui on n'en fait pas à croire, le monde de ceux à qui on n'a plus rien à apprendre, c'est-à-dire le monde de ceux qui ne croient à rien, pas même à l'athéisme, qui ne se dévouent, qui ne se sacrifient à rien, exactement le monde de ceux qui n'ont pas de mystique et qui s'en vantent. Malin, le mot a pour lui de recouvrir le présomptueux et le mauvais, l'ambitieux et le méchant. Mais il arrive aussi aux malins de glisser, à leur insu, de savoir au croire, comme le note Alain Besançon qui établit une féconde distinction entre ceux qui savent qu'ils croient et ceux qui croient qu'ils savent. À cette aune, les tenants de l'économisme relèvent sans conteste de la seconde catégorie qui considère le sacré comme une étape et non pas comme une structure de la conscience humaine. Aussi, s'irrite-t-il volontiers de toute résurgence susceptible de troubler l'ordo economicus. Comme tous les croyants qui s'ignorent, ils se révèlent les meilleurs allumeurs de bûchers. À la fin du siècle dernier, une opinion largement répandue au sein des sociétés occidentales veut que l'humanité soit enfin sortie de l'âge du religieux, délivrée des ténèbres de l'obscurantisme et des aliénations archaïques. L'avènement du tout économique ne relève plus d'un vœu, mais d'un constat. Le récit de la marchandise, observe Dany Robert Dufour, s'infiltre dans les espaces culturels laissés libres par le déclin du récit religieux. L'église ou le temple se sont vidés au profit du centre commercial, nouveau lieu de culte. Mais voici que des oubliettes de l'histoire survient l'imprévu tant redouté. De l'avis de tous les observateurs, l'année 1979 marque un coup d'arrêt à ce processus de sécularisation que l'on a cru jusqu'alors irréversible. Elle ouvre un nouveau cycle caractérisé, à en croire Régis Debray, par la fin de la politique comme religion et le retour des religions comme politique. La césure se produit à la fois au Moyen-Orient et dans la vieille Europe. L'arrivée au pouvoir en Iran de l'ayatollah Khomeini signe le retour d'un islam politique dans la sphère publique, tandis que la visite triomphale de Jean-Paul II en Pologne préfigure la victoire de la géopolitique vaticane sur l'Empire soviétique, plus que jamais en butte aux forces de l'esprit, division pourtant non homologuée par Staline, qui, selon un mot fameux, les tenait pour négligeables. Annonçant le deuxième choc pétrolier, la chute du Shah amorce le premier crash de l'économisme. Le nouvel horizon de l'humanité s'alourdit de nuages menaçants. Le dieu économie, à qui l'on a délégué le soin de fixer les nouvelles modalités de la vie bonne, commence à vaciller sur ses bases. La perte de prestige est immédiate. Quand le réel malmène la prophétie et que les causes profondes des événements deviennent trop étrangères aux catégories mentales comme au système de refoulement de défense de ceux qui les commentent et ne trouvent plus, du coup, les mots pour dire les choses, c'est ce qu'advient lorsque, à cheval, sur le nouveau siècle, la foi jeune et conquérante d'un islamisme barbu bouscule, un peu partout, le nihilisme asthmatique d'un Occident chenu. Imprégnés par la culture économiste et la philosophie des droits de l'homme, les gouvernements français se découvrent inaptes à penser les conséquences que peut revêtir un nouvel afflux d'immigrés de mœurs musulmanes, dont les représentations nous sont fondamentalement étrangères sur notre forme de vie sociale et culturelle, ainsi que sur notre régime politique. Aucun d'entre eux ne sait ou ne veut voir que l'expansion de l'islam en France constitue un fait de première importance, tout comme ils ignorent ou mésestiment le retour de l'islam comme agent historique majeur sur la scène internationale. À droite, les plus inaccessibles à l'idée même d'un retour du fait religieux sont les libéraux. De mes conversations avec Alain Madelin au début des années 2000, je ressors régulièrement abasourdi par les propos du président de Démocratie libérale. Me demandant parfois par quel processus d'éviscération spirituelle il en est arrivé, comme tant d'autres, à évacuer le substrat anthropologique d'une partie notable de l'humanité. À l'entendre, le marché sera, dans la décennie à venir, la grande machine à intégrer sans douleur et sans drame les populations immigrées. Il exhibe de l'attrait que les marques exercent sur les jeunes des cités pour en inférer qu'ils n'auront bientôt que d'autres identités que celles que leur conférera le branding. Ils seront ce qu'ils achèteront, des hommes logos, des logotypes. C'est une génération Benetton, Calvin Klein ou Nike
qui, à n'en pas douter, sortira d'entre les barres HLM sitôt que la main invisible en aura fini avec les derniers vestiges des croyances et superstitions. Ni les uns, ni les autres, laïcs ou libéraux, me paraissent en mesure de comprendre que, à la différence de l'argent et des idoles modernes, trop vides, trop débiles, trop dénuées d'éléments suffisamment nourriciers pour faire société, la force de l'islam comme de toute religion vivante est de créer du lien, de produire des normes et des valeurs qui donnent sens à la vie du croyant, quand l'existence du gaori, kafir et autres infidèles en ressort dépourvue. Patrick Buisson, La cause du peuple.